C'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à ce journal. À la une de l'actualité, le parti Frodebo va élire de nouveaux dirigeants, analyser de nouvelles lois et mettre en place des projets pour ces 5 prochaines années. Dans ce journal, vous suivrez ce qui est sorti de la première journée du 7e congrès ordinaire de ce parti, prévu pour 2 jours. Dans ce journal, vous suivrez également l'analyse d'un juriste sur la mise en garde du ministre de l'Intérieur aux administratifs burundais. Il a déclaré à Lumongue ce vendredi que cautionner la vente d'une portion du territoire burundais à un étranger est désormais passible de sanctions. Après une courte pause, les détails. Encore une fois, bienvenue. Le Conseil des ministres tenu ce mercredi a analysé une note relative au principe gagnant-gagnant sur la production artisanale des minéraux de wolframite, cassiterite et colombo-tantalite. Prosper Nangwamiye, porte-parole du gouvernement, ayant lu le compte rendu de ce conseil, a indiqué que le premier scénario consiste à fixer la part de l'État à 7% de la valeur du minerai vendu au comptoir, tout en maintenant le paiement de redevances minières requises. Suivez-le. Le gouvernement du Burundi a constaté que l'exploitation minière artisanale ne contribue pas de manière significative au développement économique du pays. La part qui revient à l'État reste très faible. Afin d'adopter le principe gagnant-gagnant, le premier scénario est que la part de l'État soit fixée à 7% de la valeur du minerai vendu au comptoir, tout en maintenant le paiement des taxes et redevances minières requises et les impôts. Le deuxième scénario est que chaque coopérative minière cède, lors de la vente au comptoir, 30% de la valeur de la production vendue, sans paiement de redevances, droits et taxes. La note propose d'autres mesures pouvant contribuer à l'augmentation des devises qui entrent dans le trésor public, notamment encourager les investisseurs tant nationaux qu'internationaux à implanter des unités de transformation dans le pays pour que nos minerais soient exportés après enrichissement et raffinage, ainsi que la lutte contre la fraude et la contrebande des minerais en harmonisant les prix pour tout pays de minerais avec les pays de la sous-région. Après analyse de la note, le Conseil des ministres a opté d'attendre la mise en application des dispositions du nouveau code minier qui sera bientôt promulgué. Le parti Sarwania Frodebo organise un congrès tous les 5 ans afin de mettre en avant les pratiques démocratiques. Le président du parti Sarwania Frodebo l'a dit lors du 7e congrès ordinaire prévu ce samedi et dimanche, organisé dans le cadre de la redynamisation du dit parti. L'honorable Pierre Claver Nahimana indique qu'on va élire de nouveaux dirigeants, analyser de nouvelles lois et mettre en place des projets qui seront mis en œuvre en ces 5 prochaines années. Suivez-le. Aujourd'hui, le 8 juillet et demain, le 9, nous organisons notre congrès ordinaire. C'est le 7e congrès ordinaire du parti Sarwania Frodebo. Alors, au sein du parti Sarwania Frodebo, un parti qui nous a été légué par son Excellence Ndadaye Melchior, héros national de la démocratie, c'est un parti qui met en avant les pratiques démocratiques. Il s'est donné comme mission d'instaurer au Burundi une gouvernance basée sur pratiques démocratiques. Cela inclut ce que nous sommes en train de faire ici. Ça veut dire que tout parti qui travaille dans l'idéologie démocratique, il doit organiser des congrès réguliers et périodiques. Le congrès actuel se situe dans cette lignée. C'est le 7e congrès ordinaire parce qu'on doit faire des congrès qui sont ouverts à plusieurs militants à qui on donne la parole pour évaluer les 5 années que dure le mandat d'un président du parti.
le nouveau qu'il y a, vous allez trouver cela dans notre orientation du jour. Ce que nous appelons le mot du jour, l'orientation du jour, que nous avons appelé comme ceci: redynamisons notre parti Sahwanyafrodébou pour que l'idéal démocratique, socio-démocratique soit respecté. Donc, c'est ce qu'on appelle en Kirundi Ichivugo Chumugambi. Donc, le mot ou la phrase est clé qui sous-tend cette conférence, ce congrès. Voilà, donc, nous devrons bâtir toutes nos réflexions sur cette orientation, sur ce que nous voulons dire: redynamisons le parti Sahwanyafrodébou pour faire respecter l'idéal socio-démocrate du parti. Parce que le parti Sahwanyafrodébou, c'est un parti socio-démocrate. Donc vous comprenez que là, en dessous de ça, il y aura bien entendu les programmes politiques qui sous-tendent, qui soutiennent ce mot d'ordre. Voilà donc ce que je peux dire sur ce que nous devons faire aujourd'hui. Je vous le disais dans les titres, mise en garde contre les administratifs qui cautionneront la vente d'une portion du territoire burundais à un étranger. Martin Niteretse, ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, a déclaré qu'ils seront sanctionnés lors d'une descente des 4 ministres en commune Bugarama de la province Rumonge ce vendredi. Il a également indiqué que le territoire burundais est une richesse inaliénable. Un reportage de Jean-Pierre Misako. Les autorités qui sont averties qu'elles seront punies si elles avalisent la vente d'une parcelle du territoire burundais à un étranger sont celles du littoral du lac Tanganyika en général et celle de Rumonge en particulier. Martin Niteretse, ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, dit que s'il y a un autre cas du genre qui se reproduit, l'administratif qui aura signé sur cette convention de vente de parcelles à un étranger sera sanctionné. Son ministre se demande où iront et que deviendront les Burundais si tout le monde s'adonnait à la vente de sa parcelle à un étranger? Pour Martin Niteretse, la vente d'une parcelle à un étranger est synonyme de la perte de la nationalité qu'il sera difficile de recouvrer et appelle les Burundais à ne pas être trop amoureux d'argent au détriment de leur patrie. Le ministre Niteretse a formulé cette mise en garde ce 7 juillet 2023 à Magara, en commune Bugarama, à la tête d'une délégation issue de 4 ministères mandatés pour recueillir les doléances de la population et au même moment, les autres membres du gouvernement burundais rencontraient la population des communes Burambi et Buyengero, toutes de la province Rumonge. Merci Jean-Pierre Misago. Il peut être admissible que le Burundi puisse diminuer l'allure d'acquisition des immeubles aux étrangers sur base d'une loi irrelative déterminant les normes à suivre. Un juriste s'intéressant aux droits fonciers indique cependant que les États voisins risquent d'établir les mêmes limites à l'encontre des Burundais. Faisant référence à cette mesure du ministre de l'Intérieur, Maître Fabien Segatwa, explique que le code foncier du Burundi ne différencie en rien les nationaux des étrangers régulièrement établis au Burundi quant à l'acquisition plutôt des immeubles, y compris les propriétés. Suivez à ce propos Maître Fabien Segatwa. Avec le protocole de circulation des personnes et des biens, chaque ressortissant de la communauté de l'Est africaine peut s'établir dans n'importe quel pays de la communauté de l'Est africaine et y exercer un métier. Concernant ce que le ministre a dit, je ne sais pas évidemment sur quoi il s'est basé, sûrement qu'il a des raisons de sécurité, c'est possible,
Parce que pour le moment, le code foncier de 2011 est là, à part le fait que la loi distingue les successions des Burundais et des étrangers, il n'y a pas d'autre distinction. La possession des propriétés par les étrangers ne date pas d'hier. Depuis la colonie, il y a eu des Congolais, il y a eu des Tanzaniens qui avaient des propriétés, spécialement dans la commune de Buyenzi et peut-être aussi dans les autres communes. Et de toute façon, les Burundais aussi qui se trouvent en Tanzanie, par exemple, ils ont acquis également des immeubles. Les Burundais qui se trouvent ou qui se trouvaient au Rwanda, ils acquièrent des immeubles. Les Burundais qui se trouvent au Congo, ils acquièrent également des immeubles. C'est plutôt encourageant lorsqu'on voit les étrangers qui viennent acheter les immeubles. Ça veut dire qu'au moins le Burundi est devenu un pays paisible où on peut investir. Ici, je peux comprendre parce que le Burundi est quand même un pays très peuplé et avec un sol exigu, c'est possible et qu'aux limites, mais on ne peut pas interdire. Bien entendu, une loi, et ce n'est pas difficile. Il faudrait prendre des techniciens qui réfléchissent sur cette question, parce que c'est une question quand même d'une certaine importance. Si le Burundi limite l'acquisition des immeubles aux étrangers, cela veut dire que les autres peuvent faire la réciprocité, qu'ils limitent également l'acquisition des immeubles des Burundais chez eux. C'est fort possible, donc vous comprenez qu'il y a un impact sur les relations internationales. À la page santé, les intervenants dans le domaine de lutte contre le sida au Burundi sont appelés à s'approprier de la stratégie mondiale de lutte contre le sida 2021-2026 pour sa mise en œuvre. Appel du secrétaire exécutif permanent du Conseil national de lutte contre le sida ce jeudi dans un atelier de réflexion dans ce domaine. Dr Jean-Baptiste Nzodiro Ngangouzé précise que cette stratégie préconise d'éliminer les obstacles sociétaux et juridiques à l'accès aux services VIH, notamment la stigmatisation et la discrimination. Suivez. Cette stratégie mondiale de lutte contre le sida prévoit les engagements ambitieux spécifiques à atteindre d'ici 2025 en vue de cheminer vers l'éradication du VIH d'ici 2030, comme c'est consigné au niveau de l'agenda mondial de développement durable. Il s'agit des objectifs 10-10-10 qui visent à éliminer les obstacles sociétaux en rapport avec la lutte contre le VIH. Premièrement, c'est que d'ici 2025, moins de 10% des personnes vivant avec le VIH-Sida et des populations plus exposées sont victimes de stigmatisation et de discrimination. D'ici 2025, moins de 10% des femmes et filles et des populations plus exposées au VIH sont victimes d'inégalités et de violences basées sur le genre. Et enfin, d'ici 2025, moins de 10% des pays ont des lois et des règles punitives. Globalement, nous venons de constater que la stratégie mondiale de lutte contre le sida est vraiment adaptée pour cheminer vers l'éradication du VIH d'ici 2030, mais que cette stratégie doit être adaptée selon la culture, la réglementation et le contexte des pays. Et nous avons remarqué que il doit y avoir une appropriation de tous les secteurs. Tous les participants sont appelés à s'approprier de cette stratégie pour des interventions synergiques en matière de lutte contre le VIH. Nous avons également remarqué la nécessité de l'appropriation de ces activités par les ministères. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe technique et à l'équipe de la rédaction qui m'ont permis de le réaliser. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro et bon week-end.